Bonjour, on est le 22 février 2020. Je vais faire une vidéo qui va concerner donc le coût de calcul d'un déterminant quelconque, par bien sûr la formule du calcul déterminant qui est la suivante, moins 1 exposant j, a1, a2, ai, an, j1 fois j2 fois 3 petits points fois ji fois 3 petits points fois jn. Alors comme vous savez ici, bon, les A, I, J sont les éléments du tableau, donc de la matrice. Les A, I, J sont les éléments de la matrice où on a la ligne ici, 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne I, pardon, qui est un élément quelconque ici de ligne I, et la ligne N, et bien sûr la colonne J1, J2, J, JI et JN. Bien sûr, J1, J2, JI, JN constituent les permutations des colonnes. Et les I, les indices de ligne sont, vous voyez ici, mis dans l'ordre, ils sont ordonnés. 1, 2, I, N. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à N. C'est une matrice, bien sûr, d'ordre N. On calcule les déterminants d'une matrice d'ordre N, parce que la matrice doit être carrée. On ne parle pas de matrice rectangulaire pour calculer un déterminant. On calcule le déterminant de matrice carrée. Voilà, et à côté de ça, ben, les J1, J2, Ji, Jn constituent les permutations. Alors une permutation peut être soit paire ou impaire. Bon, si elle est paire, moins 1 exposant un nombre pair, ça donne une somme. Mais si la permutation ici est impaire, on a une différence. Alors, ça veut dire qu'on prendra à chaque fois, pour un élément d'une ligne, on prendra un élément, pour un élément correspondant à une ligne, lui correspondra bien sûr une colonne, mais on ne pourra pas prendre deux éléments ou plusieurs éléments sur une même ligne ou sur une même colonne. Donc, quand on a pris un élément sur une ligne ou sur une colonne, ben, on ne peut plus prendre sur cette même ligne ou cette même colonne, on ne peut plus choisir d'éléments. Il faudra choisir un autre élément sur une autre ligne, et donc fatalement une autre colonne. Voilà, et c'est comme ça qu'on calcule, je veux dire, par la définition des déterminants. Bon, j'aurais pu le calculer en colonne, hein, c'est-à-dire mettre AJ1, AJ1, 1, AJ2, 2, AJI, AJNN. Bon, ça change rien que vous calculez le déterminant suivant les lignes ou suivant les colonnes. Voilà, ça ne change rien du tout. Bon, mais le calcul, ça veut dire quoi? Le coût, généralement, quand on entend le mot coût, ben, le coût, ça fait référence à l'économie, c'est, je veux dire, des coûts financiers. Mais ici, ça n'a rien à voir, c'est un coût de calcul. Bon. Alors, pour comprendre ce coût de calcul, bon, il faut faire référence à la notion de travail. Bon, qui travaille? Les animaux peuvent travailler, les êtres humains peuvent travailler, les machines peuvent travailler. Donc, beaucoup de choses peuvent travailler. Et dans ce travail, ben, on peut travailler soit vite ou soit moins vite. Voilà, on peut travailler vite ou soit moins vite. Mais maintenant, il y a la notion de vitesse de travail, mais il y a aussi le travail. Bon, effectuer un travail, bon, c'est réaliser des tâches du début jusqu'à la fin. C'est commencer des tâches et les terminer. Et là, on débute un travail, on termine un travail. Voilà. Maintenant, la vitesse du travail, c'est d'aller rapidement dans les tâches demandées. Si les tâches sont faites très rapidement, ben, je veux dire, on a ce qu'on appelle ça le rendement, on a un très bon rendement. Si la vitesse de travail est effectuée très rapidement, on a un très bon rendement. Voilà. Alors bon, maintenant, le travail demande un effort, soit physique ou intellectuel, ou soit c'est une machine qui s'occupe, je veux dire, de faire le travail. Et c'est à elle qu'est dédié, je veux dire, tout le travail. Bon, maintenant, ici, vous comprendrez que quand je dis coût du calcul d'un déterminant, mais vous verrez quand on ne calcule pas ça manuellement. Vous allez le voir tout de suite, et c'est le but de la vidéo. Je vais vous montrer que, bon, si le déterminant est petit, la matrice est petite, donc on doit effectuer de petites tâches, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a très peu d'efforts à faire. Mais maintenant, si le déterminant devient très grand, c'est-à-dire que le déterminant de la matrice devient très grand, enfin, si la matrice est très grande,
si n devient très grand, c'est ça que je veux dire, hein, parce qu'on a une matrice d'ordre n, si n devient grand, ben, vous comprendrez qu'on ne fait plus ça par la formule ici. Et c'est le but de la vidéo, de voir le coût que ça va engendrer une telle formule. Donc à ce moment-là, on ne fera plus appel, je veux dire, au calcul des êtres humains, puisque n devient très grand, mais on va demander l'apport des machines, c'est-à-dire de l'informatique. Donc là, l'informatique va nous aider à faire les calculs de déterminants. Par la formule ici, par la formule là. Alors on va regarder le coût pour le coût de calcul informatique pour calculer un déterminant de matrice n. Alors vous allez voir que l'effort fait par l'informatique sera très important, et vous allez voir pourquoi. Alors on va d'abord faire donc ce calcul là pour une matrice 3,3. On va le faire pour une matrice 3,3. Et puis on parlera de performance, un petit peu de performance de machine qui pourrait résoudre le problème de coût de calcul d'un déterminant. Bon, bah pour un 3,3 c'est facile. Hein. Bon, hein, je vais le faire tout de suite. On a A11, première ligne, deuxième colonne, première ligne, troisième colonne. Voilà, ça c'est la matrice. Je mets une parenthèse parce que pour le moment elle est sous forme matricielle. Donc première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, troisième ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, troisième colonne, troisième ligne, troisième colonne. Voilà. Alors maintenant, ça c'est une matrice constituée de nombres, et les A, I, J sont les éléments quelconques de la matrice. Maintenant, je vais calculer son déterminant, et si je vais calculer son déterminant, à ce moment-là, je fais ceci. Alors, si je fais ceci, je vais calculer un nombre associé à cette matrice, et ce nombre-là, c'est tout simplement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais faire A1 par la formule, hein, A1, A2, A3, A1, A2, A3, A1, A2, A3, A1, A2, A3, A1, A2, A3. Alors, pourquoi je sais combien j'en ai? Parce que c'est on a ici on a les permutations. Hein. Vous voyez, je vous avais dit qu'on avait les permutations ici. Voilà, on a des permutations, mais ici comme n vaut 3, ben, j'ai combien de permutations? Factoriel de 3. Ce qui veut dire que j'ai, une fois 2 fois 3, j'ai 6 termes. J'ai 6 termes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais le faire tout de suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et alors on a toutes les permutations possibles. Voilà. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Voilà, et entre eux, bien sûr, ce sont des produits. Voilà, voilà les produits. Bon, j'ai combien de produits? J'en ai deux. Vous faites la multiplication de celui à A11 avec A22, vous avez une valeur, et vous remultipliez avec 333. Ce qui veut dire que là, vous avez deux produits. Non, hein, pour 3 termes, j'ai deux produits. Pour 3 termes, j'ai deux produits. Pour 3 facteurs, 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 j'ai deux produits. Maintenant, les sommes. Les sommes, j'en ai. Quand je dis somme, c'est des sommes et différences. Je vais le faire tout de suite. Ici, on voit qu'on a moins 1 exposant J qui est le nombre de... qui est la parité de la permutation. Alors ici, tout est dans l'ordre, donc il y a 0 permutation. C'est moins 1 exposant 0, ce qui fait 1. Donc on a affaire ici à une somme. C'est un plus. Alors ici, on a moins 1 exposant J. Le J, voilà, on a permuté le 3 et 2. On n'a qu'une seule permutation. Hein. Le 1 est plus petit que le 3, il est dans son ordre. 1 est plus petit que 2, il est dans son ordre. Par contre, 3 est plus grand que 2. On a une permutation. Voilà. Donc c'est moins 1 exposant 1. Et moins 1 exposant 1, ça donne du négatif. Alors maintenant, ici, c'est moins 1 exposant. Donc 2
est plus grand que 1, donc il y a une permutation. 2 est plus petit que 3, il est dans le bon ordre. Et 1 est plus petit que 3, donc on a une permutation, on aura moins. Voilà. 2 est plus petit que 3, il est dans le bon ordre. 2 est plus petit que 1, 2 est plus grand que 1, il y a une permutation. 3 est plus grand que 1, il y a deux permutations. Moins 1 exposant en 2, ce qui fait plus. 3 est plus grand que 1, 3 est plus grand que 2, deux permutations. Et 1 est plus petit que 2, donc ça c'est dans le bon ordre. Par contre, on a moins 1 exposant en 2, ce qui fait plus. Et celui-là, on a 3 plus petit que 3 plus grand que 2, une permutation. 3 plus grand qu'un, une permutation. Et 2 plus grand qu'un, 3 permutations, ce qui fait impair. Moins 1 exposant un nombre impair, mais ça qui fait 1 moins. On a bien 3 plus et 3 moins, donc c'est bon. Bon, maintenant, on va regarder justement les opérations que devrait faire l'être humain ou une machine, un ordinateur. Mais voyons d'abord avec l'être humain, parce que l'être humain, c'est calculer une machine déterminant 3,3. C'est assez simple. Alors pour lui, le coût du calcul, ce serait qu'il aurait deux produits. Hein, et je vais généraliser maintenant, à partir de maintenant. Je vais généraliser. Supposons qu'on a une matrice d'ordre n. Je vais prendre pour une matrice d'ordre n. Je généralise à une matrice d'ordre n. Alors, pour une matrice d'ordre n, j'ai, s'il y a n facteurs, j'aurai n-1 produit. Donc j'aurai n-1 produit. Voilà, on a n-1 produit pour un terme. Attention que c'est pour un terme. Donc ici, par exemple, n vaut 3, ben, j'ai pour un terme ici deux produits. Pour un terme ici, j'ai deux produits. J'ai chaque fois deux produits. J'ai fait comment 3 moins 1. Voilà. Alors maintenant, il faut calculer, savoir le nombre de termes. Mais le nombre de termes va être dépendant du nombre de permutations. J'ai eu un développement d'un nombre de termes parce qu'il y a eu n factoriel permutation. Donc ça veut dire que je vais avoir des produits, deux calculs, enfin deux produits à faire par rapport à 6 termes. Ici, dans ce cas-ci, c'est 6 termes. Pourquoi 6? Parce que c'est n factoriel. Donc j'aurai n-1 produit fois n factoriel terme. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est tous les termes qu'on va avoir avec leurs produits. Maintenant, il faut calculer les sommes. Ici, j'ai combien de sommes? Mais quand je dis somme différence, mais je considérais la différence comme étant une somme de l'opposé. Donc ici, j'aurai 1, 2, 3, 4. J'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. Et donc, fatalement, on aura 5 sommes. Quand vous avez, si j'ai 5 plus 4 plus 3, là, j'ai 3 termes, mais j'ai 2 sommes. Si j'ai ceci, ben, j'ai 4 termes, j'ai 3 sommes. Donc ici, on a n factoriel, on aura n factoriel somme moins 1. Voilà, parce qu'il y a l'intervalle. Parce que, voilà, on met une opération entre deux nombres. Donc il y a le problème d'intervalle. Donc c'est n factoriel moins 1. Donc à ça, il faut rajouter plus n factoriel moins 1 somme. Voilà. Et là, on a toutes les opérations qui sont prises dedans. On a les produits avec tous les termes calculés et les sommes. Alors, je vais essayer d'établir ça pour une n égale 3 et voir si c'est bon. Alors, j'ai combien de produits? n moins 1, ce qui fait j'ai deux produits. Oui, effectivement, on a deux produits. Pour un terme, c'est le nombre de produits par terme. Hein. Je peux dire ça, c'est le nombre de produits par terme. Pour un terme. Voilà. Mais il y a combien de termes? Il y en a n factoriel. C'est-à-dire que faudra calculer ceci manuellement. C'est-à-dire que ce qui fait
j'aurai n factoriel, ce qui fait 3 factoriel, ce qui fait 6, 2 fois 6. Je suis déjà à 12 opérations. Et maintenant, quand on a terminé les produits ici, tout ça, mais il faut faire les sommes, on en a 5, puisqu'il faut additionner ce terme-là avec ce terme-là, c'est une opération. Ce terme-là qu'on a obtenu plus le terme-là, on obtient une valeur, puis plus le terme-là, on obtient une valeur, plus le terme-là, on obtient une valeur, et ainsi de suite. Donc on a plus 6, n factoriel ça fait 6, moins 1, ce qui fait 5, donc j'aurai 2 fois 6, 12, plus 5 est égal à 17 opérations. Voilà. Il y a 17 opérations à faire manuellement. Bon, maintenant, vous comprendrez que si j'augmente la taille de n, on va prendre la taille de n, je vais calculer pour, je sais pas moi, n égale, on va prendre n égale 20. Ben, on va le calculer pour n égale 20. Donc à ce moment-là, j'aurai 20, combien de produits? 19 produits par terme, fois 20 factoriel, plus 20 factoriel, moins 1 somme. Alors je vais calculer ceci. 20 factoriel, ça fait combien? Faut que je recherche la factorielle sur la machine parce que... Ah voilà. Shift. Voilà. Voilà. Ce qui fait 2,43 exposant 18. Voilà. Je vais multiplier par 19. J'ai 4,6 exposant 19. À ça, je vais rajouter plus 20. Où je vais retirer 1. Voilà. Et je suis à 4,86 fois 10 exposant 19. 4,86. Bon, je vais noter ça. Égale 4,86 58 0,40 16 exposant fois 10 exposant 19. Bon, autant dire que c'est d'une lourdeur terrible pour un être humain de faire ça. On ne saura jamais le faire. Jamais il fera. En plus, il risque de se tromper en plus dans les opérations qu'il va effectuer. Mais là n'est pas la question, c'est que c'est d'une lourdeur terrible. Alors là, on sait bien que comme l'être humain est lent pour calculer, ben on va faire quelques appels à l'électronique, ou plutôt l'informatique, parce que l'électronique, ce sont des composants électroniques qui vont à la vitesse, je veux dire, proche de la lumière. Bien sûr, il y a des arrêts, dans l'électronique, il y a des arrêts parce qu'il y a des buffers, etc. Bon, l'électronique, c'est pas, on va dire, c'est pas, on va dire, tout, il y a des arrêts, il y a des choses qui sont stockées, il y a des arrêts, voilà, c'est pas comme, on va dire, un fil électrique, on va mettre un courant, ou le courant va passer, je veux dire, de fond en comble. Non, il y a des composants, il y a des freinages, etc. On peut voir ça comme ça. Voilà. Donc, elle ne va pas forcément à la vitesse de la lumière, mais malgré tout, elle va à la vitesse terrible qui peut faire en sorte que la machine peut remplacer l'être humain. Pour, je veux dire, comment on appelle ça, pour calculer, justement, très rapidement et tenter je veux dire, de résoudre un problème comme celui-ci. Bon, maintenant, est-ce que la machine a sa place? Je parle en tant que, quand je dis machine, mais c'est l'ordinateur. Vous comprendrez que c'est l'ordinateur qui va prendre la place à ce moment-là de l'être humain, parce que bon, à ce moment-là, l'ordinateur, bien sûr, l'ordinateur, on lui dit de calculer au travers de la formule ici. Hein. Ouais. Le but, c'est de lui dire de calculer au travers de la formule ici, et pas autrement, parce que c'est vrai qu'il existe des calculs de déterminants par d'autres manières, mais le but, justement, les méthodes des déterminants par les autres méthodes simplifient les méthodes de calcul de déterminants. Donc ils vont essayer de ne pas, enfin d'éviter la lourdeur de cette formule-là pour trouver le calcul des déterminants et faire moins d'opérations possibles. Justement, c'est ça. C'est pour ça que je calcule le coût d'un déterminant
par la formule-là pour vous dire que c'est trop lourd. Et on va voir cette lourdeur avec la machine. Parce que c'est lourd pour un être humain, mais ça va être lourd pour une machine, vous allez voir tout de suite. Alors, pour parler de la machine, à ce moment-là, il faut aller voir quel type de machine que vous avez utilisé. Bon, qu'est-ce que c'est que la machine que vous avez utilisée? Bien sûr, c'est un ordinateur. Oui, ça c'est une chose. Mais les ordinateurs ne sont pas constitués de la même manière l'un par rapport à l'autre. Bon, tout d'abord, il faut aller voir les fabricants d'ordinateurs. Les fabricants d'ordinateurs, il y a différents types de fabricants d'ordinateurs. Bon, on retrouve des fabricants d'ordinateurs. Enfin, quand je dis fabricant, je dis plutôt dans la recherche. La recherche de performance informatique, ben, on les retrouve, je veux dire, au Japon. On les retrouve en Chine, aux USA, en France. Voilà, et plusieurs pays développent des processeurs. Parce que tout le temps de calcul va être dans justement le processeur. Voilà. Ou, je dirais même plus, pour un processeur ne suffira pas. Vous allez voir que on fera appel à ce qu'on appelle des multiprocesseurs. Ce sont des multiprocesseurs. Voilà. Donc ces pays développent des systèmes informatiques à multiprocesseurs pour essayer de calculer le plus rapidement possible. Donc on aura des systèmes multiprocesseurs. Alors maintenant, le tout c'est de savoir comment ça se passe. Eh bien, ici, dans ce calcul-là, dans le calcul de la définition du déterminant, mais on a des produits et des sommes. Des sommes. Mais justement, l'informatique peut permettre de faire ça. Le processeur permet de calculer des produits et des sommes. Mais bien sûr, elle peut faire autre chose comme telles que des tests et autres. Elle peut faire beaucoup de choses. Hein. Cette tâche, elle peut avoir plusieurs tâches dédiées et pas que faire des produits ou des sommes. Voilà. Alors maintenant, le tout c'est de savoir l'architecture comment on appelle ça, du processeur. Comment on va calculer, je veux dire, le produit ou la somme. Pour ça, on va se baser non pas sur des entiers, parce que ici c'est vrai que ce sont des entiers. Hein. C'est des calculs d'entiers que je peux mettre des entiers, mais je peux mettre des flottants. Voilà, je peux mettre des virgules. Dans ma matrice, je peux mettre des virgules. Je peux mettre des entiers comme je peux mettre des virgules ou des flottants. Donc ça veut dire que je vais faire en sorte que je vais calculer ce qui est le plus lourd possible, c'est-à-dire non pas des entiers, mais des flottants. Donc je vais faire en sorte de calculer une matrice contenant des nombres à virgule. Bon, alors pour ça, il faut voir comment on mesure les performances d'un système informatique. Bon, alors, il y a une unité qui est l'IPS, qui est le nombre d'instructions par seconde. Mais bon, on va avoir peut-être des millions, peut-être des milliards, voire des milliards d'instructions. Donc on va utiliser une unité qui va réduire le nombre. On va utiliser le MIPS. Les MIPS, ce sont des millions d'instructions par seconde. Des millions d'instructions par seconde. Bon. Alors, sachez qu'il y a une autre unité qui est le FLOPS. Ah, le FLOPS. Bon, le FLOPS, là, c'est le nombre d'opérations en virgule flottante. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est le FLOPS. Voilà. Parce que là, on va calculer une matrice en nombre d'opérations en virgule flottante. Et justement, ici, c'est ça qu'on a. Parce qu'on a des multiplications, on a des additions. Je vous ai dit, je vais entrer dans la matrice des nombres à virgule, donc des virgules flottantes. Donc c'est vraiment ça qui va m'intéresser. Donc c'est le nombre d'opérations en virgule flottante. Alors, comment on va calculer ça? Ben, ça dépendra. Il y a deux types de l'architecture de processeur. Parce qu'il y a deux types de processeurs, ça vous le savez très bien. Il y a les processeurs, ce qu'on appelle RISC, et les processeurs CISC. Voilà, deux types de processeurs, il y a le RISC et le CISC. Bon, le RISC, lui, si je dis 4 MHz, il ne fait pas 4 milliards d'opérations par seconde, d'office. Hein. Il ne fait pas 4 milliards d'opérations par seconde. Pourquoi? Parce que on sait bien, tout le monde sait bien que un processeur est cadencé par une horloge. Et c'est le timing horloge qui fait normalement, j'ai bien dit normalement, la cadence du traitement des informations.
mais du calcul du processeur. Mais ça ne va pas comme ça. Parce que le risque, lui, prend 4 cycles horloge pour faire une opération. Voilà, 4 cycles. Il prend 4 cycles. Donc, il y a 4 cadences pour faire une opération. Alors que le CISC, lui, il prend un cycle. Lui, il fait bien un cycle horloge par opération. Il fait un cycle, voilà. Bon, mais la plupart des architectures processeurs que l'on retrouve dans les ordinateurs, ce sont des risques, processeurs risques. Voilà, la plupart sont des risques. Bon, maintenant, vous allez me dire, pour mieux optimiser, ben, le risque, il utilise un système un peu spécial, système pipeline. C'est un système pipeline qui va permettre, je veux dire, de comment on appelle ça, d'optimiser les temps de calcul. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais comment on calcule? Je veux me baser sur un processeur d'architecture de type RISC, c'est-à-dire qui travaille en 4 cycles par seconde, 4 cycles horloge, voilà, pour un traitement d'information, pour un traitement de calcul, par exemple une addition, une multiplication, bien sûr je parle de flottant, hein, de valeurs flottantes, de 4 cycles pour faire une opération. Voilà. Et donc il optimise par un système pipeline. Voilà. Tout ça pour vous dire que je vais laisser tomber le CISC, mais je vais parler voilà, on va dire de risque. C'est-à-dire qu'ici, bon, si vous voulez calculer en flops, bon, le flops, ça va être la fréquence horloge, fois le nombre de flops par, on va dire, par cycle. Voilà. Mais alors, là vient encore une autre chose, c'est qu'on a des processeurs double core, à 10 cœurs, 8 cœurs, 6 cœurs, 5 cœurs, enfin, il y a différents types de processeurs avec beaucoup de cœurs. On n'a pas forcément qu'un cœur ou deux. Voilà. Le double core, c'est 2 cœurs, mais il existe des processeurs à plusieurs cœurs. Donc, ça va dépendre du nombre de cœurs. Du cœur avec S. Voilà. Donc, plus il y a de cœurs, et plus on sait calculer les flops. Voilà. S'il y a 10 cœurs, on pourra calculer, je veux dire, un nombre de flops plus élevé qu'avec un cœur. Plus la fréquence est grande, et plus, je veux dire, le nombre de flops sera important, et plus le flop par cycle est grand, et plus, je veux dire, on aura un nombre de flops important. Voilà. Alors, maintenant, si je remonte à l'historique, des processeurs, je vais faire un petit historique des processeurs. Je ne vais pas faire l'historique, je veux dire, redescendre très très loin, mais je vais quand même redescendre en 1985 sur les, on va dire les performances des informatiques. Je ne vais pas tout mettre en historique, mais je veux dire, on va voir comment ça évolue en gros. Voilà, parce que je ne vais pas tout mettre ici. Le but, c'est pas de faire je veux dire, un historique détaillé, mais voilà. Je vais partir à partir de 1985. Voilà. Et en 1985, là, il y a eu ce qu'on appelle, on a atteint le gigaflop. Donc, on était à 10 gigas, 10 exposant 9 flops. Voilà, ça c'est en 1985. Bon, ça a été fait par un ordinateur qui s'appelle le Cray 2, hein, par la société Cray, Cray 2, qui a fabriqué voilà, un système multiprocesseur pour calculer, je veux dire, jusqu'à 10 exposants de flops. Ensuite, il y a eu 1997, là on a atteint le teraflops. Tera, 10 exposants 12, oui, 10 exposants 12, flops bien sûr. Ça c'est en 97. Là, à ce moment-là, c'était fait avec l'ordinateur ASCII Red. Voilà. Et puis on a eu en 2008, on a atteint 10 exposants 15 flops. Voilà. Et là, c'était avec, si vous voulez, Roadrunner, qui s'écrit R-O-D Runner. Voilà, comme ceci, comme Blade Runner, ici c'est Roadrunner, voilà.
coureur de route, hein, coureur de route. Ensuite, on a eu 2011. Voilà, on est proche. Hein. Je vous ai dit que je faisais pas un historique très grand. Voilà, j'ai pas été rechercher voilà, des dates très peu éloignées. Ben, voilà, on est déjà en 2011, donc on est en 2020 maintenant. On n'est pas trop loin de 2011. Là, on était à 8,16 pétaflop. Ouais, 10 exposants 15, c'est péta. Hein, alors que 10 exposants 12, c'est téra. Donc là, on était en pétaflops. Voilà, 8,6 pétaflops. Et là, ça a été fait avec un ordinateur japonais, le K-Computer. Voilà. Là, à ce moment-là, c'est un processeur de 68 544 processeurs. Voilà, c'est le nombre de processeurs de 8 cœurs. Voilà. Et pour atteindre, ils ont atteint 10 pétaflops. Là, à ce moment-là, ils ont augmenté le nombre de processeurs à 88 128, je veux dire, processeurs, toujours à 8 cœurs. Voilà. Là, ils ont atteint les 10 pétaflops. Bon, alors vient à ce moment-là, en 2012. Bon, j'abrège, hein, parce que c'est vrai que on pourrait étudier, je veux dire, l'évolution de tout ça fait par la France, enfin, les Japonais, les Chinois, les Américains, etc., les Français, les Anglais et d'autres pays, voilà, des grands pays développés, pour essayer d'avoir le maximum de processeurs avec beaucoup de cœurs, pour essayer d'avoir la plus grande, on va dire le plus grand nombre de traitements possibles, voilà, possible en un temps donné. Voilà. Donc ici, en 2012, il y a eu 17 pétaflops par l'ordinateur toujours créé, enfin par la société créée, qui s'appelait Titan. Enfin, je crois que ça, je sais plus. Je sais plus si c'est Titan de chez IBM ou voilà, voilà. Bon, ensuite, il y a eu un ordinateur chinois en 2013 qui est le Tianhe. Voilà, là, ils ont atteint 33, on va dire, pétaflops. Là, on est dans le pétaflop. Hein. Vous voyez, on essaie d'augmenter les performances de plus en plus. En 2013, on était à 33 pétaflops. 2016, il y a eu le réseau pour la crypto-monnaie, qui était le réseau Minage. Voilà. Et là, on atteignait 64 hexaflops. Voilà, on est en hexaflop. Là, on est en 2016 en hexaflop. En 2016, on est en hexaflops. Voilà, et tout ça pour vous dire quoi? Mais après, il y a eu IBM en 2016 aussi, qui a atteint, je veux dire, 200 pétaflops. Voilà, voilà, tout ça, c'est pour vous dire l'évolution. L'évolution des systèmes informatiques avec les architectures multiprocesseurs. Et vous voyez qu'ici, je vous avais dit qu'il y avait les Japonais en 2011, ils ont utilisé 68 544 processeurs avec 8 cœurs. Donc vous voyez que c'est comme ça qu'ils ont augmenté les performances de travail des processeurs. Bon, maintenant, pourquoi j'explique ça? Parce que je reviens à ceci. Et je vais pas être très difficile. Je prends un processeur qui n'est pas très évolué et je vais prendre un processeur qui va traiter, on va dire, 150 millions d'opérations par seconde. Bon, ouais. Bon, c'est un petit ordinateur hein, par rapport à ce que je vous ai dit. 150 millions, voilà, d'opérations par seconde. Voilà, c'est petit par rapport aux milliards, voilà, aux centaines de milliards, ou aux milliards, des milliards d'opérations par seconde que peuvent faire je veux dire, les systèmes multiprocesseurs. Voilà, donc ça, on est dans un petit processeur ici, hein, un tout petit. Mais malgré tout, on va voir combien pour ce petit processeur qui ne traite que 150 millions d'opérations, ben c'est très petit, d'opérations par seconde, on va regarder combien d'années qu'il lui faudrait pour traiter ceci. Voilà, et donc ça c'est tout simplement un calcul d'une matrice d'ordre n, hein, égale 20. Donc pour n égale 20,
combien d'opérations? Ben, il y a exactement 4,86 58 04 016 fois 10 exposant 19. Voilà. Ça, c'est le nombre d'opérations. Ça, ce sont les opérations au total de calcul pour une matrice n égale 20. Mais sachant que j'ai un petit ordinateur de rien du tout, hein, et ici je suis resté modeste, j'ai un tout petit ordinateur, j'ai pas pris un système multiprocesseur, voilà, quoi que je pourrais le faire, mais bon, j'ai pris un système de 150 opérations, 150 000 opérations par seconde. Bon, alors, donc je vais diviser ce nombre-là par celui-ci, et regardez combien de secondes que ça fait. Alors, je prends ma machine. Donc, je vais recalculer ce nombre avec précision, c'est-à-dire reprendre 20 factoriel, 20 factoriel fois 19, voilà, plus 20 factoriel moins 1. Voilà. On a bien 4,86, 58, voilà, on a ce nombre-là, qui est celui-ci. Je vais diviser par le nombre d'opérations par seconde et savoir combien de secondes qu'il y a. Je divise ce nombre-là par celui-là. Je vais diviser par 150 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Je vais diviser par ceci. Vous voyez, answer, c'est le nombre que vous avez là-bas, 10 exposant 19, divisé par 150 millions. Je fais exé et je trouve, ça c'est le nombre de secondes. Voilà, ça c'est le nombre de secondes. Voilà, sachant que je vais regarder à la minute. Donc, ça c'est les secondes. Je vais diviser par des segments de 60 pour voir combien de minutes. Donc je divise ceci par 60. Ça c'est le nombre de secondes. Hein. 10 exposant 11, ce sont les secondes. Je divise par 60. Là, j'ai les minutes. Voilà. Voilà. Je vais encore diviser par 60 pour avoir le nombre d'heures. Ça c'est en heures. Je vais diviser par 24 pour avoir en jours. Ça c'est le nombre de jours. Alors dans une année on va se fixer ouais, ça c'est les jours. Ouais. Il y a 366 jours dans une année. Je vais diviser par 366. En gros, voilà. Et ça c'est le nombre d'années. Voilà. Donc j'ai 10 000... 10 258,13 10 258,13 années. Je n'invente rien, vous pouvez refaire les calculs vous-même, de par vous-même. Hein. Voilà. Donc ça c'est le nombre d'années de calcul. Du processeur ici, je n'invente rien. Hein. Ouais, mais c'est vrai que j'ai pris un petit processeur de 150 000 opérations. Et la taille ici de la matrice, c'est n égale 20. Voilà. Donc autant dire que on cherchera d'autres manières de calculer, je veux dire, les déterminants de matrice, parce que vous voyez que pour n égale 20, qui est une matrice de 20 lignes, 20 colonnes, ben, il faut 10 258,13 années de calcul à faire. Pourquoi? Parce que ça provient du factoriel de 20, du nombre d'opérations, enfin du nombre de termes, qui est n factoriel. Voilà. Et du nombre de sommes aussi. Factoriel de 20 moins 1. Somme. Voilà. Et tout ça, c'est énorme, c'est gigantesque. Donc on a beau faire des divisions par 60 pour avoir en minutes, mais ça reste des grands nombres. On divise par encore 60 pour avoir en heures, ça reste encore un grand nombre. On divise par 24 pour avoir en jours, mais ça reste encore un grand nombre. Et là, si je veux diviser par 366 ou 365, peu importe, je l'ai divisé par 366, j'ai 10 258,13 années de calcul pour rien qu'une taille de n égale 20. Autant dire qu'il faudrait recalculer par rapport à un système multiprocesseur. Allez, on va traiter par rapport à 150 milliards d'opérations par seconde. On va traiter 150
on va traiter ceci. 150, non plus millions, mais 150 milliards d'opérations par seconde. Voilà, on va réduire ce temps par un système multiprocesseur un peu plus grand. Alors, je vais refaire mon calcul en prenant 20 factoriel fois 19 plus 20 factoriel moins 1. Voilà. Je vais diviser maintenant, j'ai ceci. Ça, c'est la valeur qui est ici. Voilà. Je vais diviser par 150 milliards. Diviser par 150 milliards. Bon, pas me tromper dans les zéros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Voilà. J'obtiens ceci. J'obtiens ceci. Je vais diviser par 60 pour avoir en minutes. Je divise par 60 pour avoir en heures. Voilà. Je divise par 24 pour avoir en jours. Je divise par 366. 366. Et là, je retombe à 10 250. 10, oui, 10,258. Ouais, ce qui est normal. Parce qu'il y a un facteur de 1000 par rapport à l'autre. Donc, l'autre c'était 10 258 années. Voilà. Donc, ça c'est pour un processeur de 150 000 ions d'opération à la seconde. Voilà, mais ici, comme je dis, c'est vrai que là, il y a un facteur 1000, mais on retombe à 10,258 10 années, si vous voulez, 10 années, pour un processeur de 150 giga opérations par seconde. 150 giga opérations par seconde. Voilà, et vous voyez que il faut des ordinateurs très puissants. Bon, si je reprends un 150 au-dessus de giga, c'est Tera, opérations par seconde. Là, à ce moment-là, je divise par 1000, et là, à ce moment-là, j'aurai 0,01 258 années, voilà, 0,01 258 années de traitement. Bon, une année c'est 366 jours, fois 0,001, je me trompe, est-ce que je me trompe pas ici? Si je divise par 1000, 1, 2, 3, oui, 0,1. C'est plutôt ceci. Si je divise ceci par 1000, c'est 1, 2, 3, ça fait 0,10. 0,10, 258. Voilà. Alors, une année, c'est 366 jours, fois 0,0 102 58. Oui, c'est ça. Donc, voilà. On réduira le temps si vous augmentez la cadence, je veux dire, de travail du processeur. Voilà. Si je prends pas un Tera opération, mais si je prends un 150 péta opération, à ce moment-là, vous comprendrez que je vais encore diviser par 1000. Ici. Voilà, je vous remercie. Donc, oui, tout ça pour vous dire qu'on va utiliser les autres méthodes pour calculer les déterminants, c'est ça que je veux dire. Je vous remercie.